36, bientôt 37 ans, j'ai 3 enfants et j'ai grandi en région parisienne. Ok. Voilà. T'as jamais été salarié, je crois. Non. Sympa ça. Non, T'as jamais été salarié. Ça vient d'où ce côté entrepreneurial? T'as eu des inspirations perso, ça s'est fait naturellement? je pense que j'avais envie, j'ai fait un stage en M&A chez HSBC il y a 15 ans, qui était assez formateur, mine de rien, dans lequel on bossait beaucoup. Et moi, j'avais assez envie de, comme tu as dit, moi je suis pas mal un doueur, j'avais assez envie de faire et de comprendre en fait l'organisation, le système, comment ça marche, comment c'est T'aimes organisé, bien mettre les mains dedans? et de pouvoir contribuer à cette organisation. Et tu vois, je me suis lancé après mes études avec un copain d'école qui s'appelle Antoine, on a monté Cheers, comme tu as dit. Et c'est vrai que c'est un moment assez sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais en fait, on entreprend beaucoup mieux quand on a 35-40 ans. Et finalement, c'est vrai que quand tu te lances après tes études, tu n'as rien à perdre en fait. Tu es là avec ton pote, tu te dis allez, on y va, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et ça, il y a une grande fraîcheur que je trouve assez chouette. Tu n'as pas l'expérience, mais tu as toute la fraîcheur. Ouais. On reviendra bien. après dessus parce que je trouve qu'il faut. Enfin, toutes les expériences par lesquelles on passe, elles sont quand même assez formatrices. Parce que tu apprends des autres, tu apprends de ton boss, tu apprends d'une organisation. Le fait de se lancer comme ça, un peu à poil au départ, moi, ça m'impressionne parce que je trouve que tu n'as pas de référentiel. Alors, en même temps, c'est un avantage parce que tu peux inventer. À l'inverse, je trouve que plus tu vieillis, et on a quasiment le même âge, mais on se rend compte que les expériences nous ont quand même pas mal renforcés. Et je trouve qu'on verra comment toi, tu t'es remis en cause aussi à titre perso pour pallier un peu peut-être ce défaut d'exemple que tu as pu avoir. Ouais. Avec des potes ou avec d'autres choses. Cheers, tu as passé 10 ans. Tu as démarré en 2011 et tu as fini en 2021, ouais, c'est ça. Vous étiez 2 au départ. Antoine, vous vous rencontrez comment? Antoine, c'est un copain d'école. Moi, j'étais à l'EM Lyon en classe et on était assez potes là-bas. Okay. Et on a bien fité. On était coloc. On a fait un semestre à Shanghai. On s'entendait assez bien. Et Antoine est assez complémentaire de moi, je pense. Il est créatif, lui, j'avais plutôt toute la partie marketing, etc., sur laquelle il était assez doué. Enfin, on avait une bonne complémentarité. Il avait une première expérience entrepreneuriale aussi, lui, pour le coup. Bon, il t'a embarqué un peu là-dedans. Il avait monté un site qui s'appelle programmetv.net, qui est aujourd'hui un énorme site qui a été racheté par Télé Loisirs. C'est celui que j'utilise basiquement pour connaître le programme télé. Donc c'était assez impressionnant pour moi parce que j'avais déjà, tu vois, un copain qui avait déjà fait ce premier disque qui avait super bien marché et on s'est associés et ça a duré 10 ans. Et l'envie est née, le projet est né après l'envie de s'associer. Vous avez trouvé l'idée après, ou l'idée était là et l'un d'entre vous a cherché un acolyte pour se lancer dans ce projet un peu dingue? Non, je pense qu'on avait tous les deux envie de faire un truc ensemble. On se disait voilà, on est assez complémentaires, on a un fit intellectuel sur les choses qu'on aime, tu vois. On voulait faire un projet en B2C. Parce qu'on voulait un produit, on voulait un truc tangible, et pas mal de choses sur lesquelles on était alignés. On avait tous les deux très envie de se lancer. Et l'idée vient comment, de Cheers? Et l'idée, on était à Shanghai, et en fait, on se dit... en fait, c'est un moment où tout le monde commence à partager ses photos sur Facebook. Et initialement, Cheers s'appelait Print Club. Et Print Club, c'était un site sur lequel tu pouvais imprimer tes photos Facebook. Et un truc qu'on faisait, typiquement le premier produit, tu cliquais... Donc, on avait une API, il y avait plein d'API qui existaient sur Facebook. Et tu cliquais, en un clic, on aspirait toutes les photos de profil de tes amis et on en faisait un poster. Tu vois, c'était ça un peu le produit de départ. Le produit d'accroche. Et on l'a fait au départ parce que, je sais plus, il y avait une espèce de pot de départ, on cherchait une idée de cadeau. Sur les sites de photos, en fait, c'était galère, il fallait s'échanger des clés USB, les télécharger sur un ordi, les re-uploader sur un site. Il y avait 10 milliards de produits, on trouvait ça hyper compliqué. Et nous, on était la génération, justement, Facebook qui commençait à échanger toutes ces photos sur Facebook. Et on s'est dit, c'est cool, on va proposer un lien direct. Les photos sont déjà en ligne, on va pas les imprimer. Et en plus, il y a toutes les photos de tes amis que toi, potentiellement, t'as pas, et t'as pas du coup à les demander aux autres et tout. Et c'est à une époque, on est en 2010, tu vois, donc t'as pas encore tout à fait WhatsApp et tous les trucs pour échanger les photos facilement. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, les photos Facebook. Donc ça, c'était le premier gros fail. Parce que les photos que les gens mettaient sur Facebook, c'est des photos marrantes, mais c'est pas du tout les photos de famille, les photos personnelles, les photos de vrais souvenirs que veulent vraiment imprimer les gens. Et donc ça nous a pris un petit peu de temps à comprendre ça, parce qu'on était jeunes et on était un peu fonceurs. On a beaucoup galéré au début, ça a duré 1 an et demi. On avait un site internet sur lequel il y avait, franchement, je pense qu'il devait y avoir entre 5 et 10 ventes par semaine. C'était vraiment à pleurer. Donc on commençait à chercher du boulot et on se disait qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on va plier les goals et puis on va faire autre chose. Et finalement, on a été sauvés par un petit produit qu'on a appelé la Polabox,
qui était une petite boîte dans laquelle il y avait des tirages au format Polar. Alors depuis, c'est revenu très à la mode, mais à l'époque, j'ai la faiblesse de croire que c'est nous qui avons un peu réintroduit ce truc. C'était tout début 2011. Non, pardon, excuse-moi, tout début 2012. Et là, truc extraordinaire, notre site commence à peu près à tourner parce qu'on avait un site en flash et tout, c'était compliqué. La plateforme commence à être stable. Ce petit produit arrive. Et là, on a 2-3 influenceuses qui commencent à en parler, qui font des articles de blog et tout. Ah, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa, ça coûte 18 ou 20 balles, ça fait hyper plaisir, le petit format Polar. Et là, on commence à en vendre 10, 20, 30, 50, 100 et on finit par en vendre mais genre entre 500 et 1000 par jour, tu vois. Donc ça a été la traction incroyable. Énorme. Et ces influenceuses, c'était naturel ou c'est vous qui les avez financées? Enfin, qui êtes passé par le mode d'influenceuse pour essayer de dynamiser votre marque? Au début, c'était full naturel. Il n'y avait pas encore vraiment ce... Tu vois, ça n'existait pas. Voilà, tout ce qui est les influenceurs, avec le fait que tu les payes, ils postent un truc et tout, ça n'existait pas vraiment. C'était plutôt une sorte de RP, mais de gens qui avaient des petits blogs et qui n'étaient pas des trucs majeurs. Okay. Et ça nous a carrément aidé. Et nous, à l'époque, pour te dire, le canal d'acquisition principal, c'était vraiment justement les Facebook Ads. Et les pages Facebook sur lesquelles tu avais un reach qui était encore assez important. Et ce produit Polabox nous a sauvé la vie, à tel point que ça représentait 80-90% de nos ventes, je pense, en 2013. Et puis, on l'a décliné sur beaucoup d'autres formats, des boîtes, la boîte Saint-Valentin, la boîte de Noël, la boîte de la fête des mères. Enfin, on a T'as surfé sur la vague de la boîte on a creusé ce filon au maximum. Et puis ensuite, on a vraiment développé toute une palette d'autres produits. Et puis, on a développé l'application mobile et on a beaucoup développé sur le mobile. Donc, nous, on était la 3e génération. Tu as eu Kodak. Kodak, c'est un traumatisme énorme. C'est une boîte qui faisait 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui n'a pas géré le virage du numérique. Ouais, c'est un des cas d'école. C'est un cas d'école. C'est un Harvard case study qui est extrêmement intéressant, dans lequel on montre qu'en fait, il y a des gars qui, début des années 2000, disent « Non, mais le digital, ça va mettre 30 ans, on s'en fout, c'est pas le sujet, etc. » Donc, ensuite, tu as eu toutes les plateformes en ligne, sites web, donc Photobox, PhotoWeb, Snapfish, etc., qui sont arrivés. Donc ça, c'est des gens qui ont... C'est stockage et édition de print photo. Édition de produits personnalisés en ligne. Okay. Donc Photobox, c'était le principal. Donc tu as eu Kodak, ils n'ont pas su s'adapter. Donc tu as des nouvelles plateformes comme Photobox qui ont trusté le marché en ligne sur les sites. Et nous, on a trusté le marché sur le mobile. Et donc c'était assez intéressant de voir en fait cette évolution en fonction des supports. Et souvent, moi, dans les levées de fonds, il y avait des gens qui me disaient ah mais attendez, mais là, Photobox, ils sont 1000, ils ont 300 ingénieurs, ils font 500 millions de chiffre d'affaires. Donc demain, quand ils vont faire une application mobile, ils vont vous ratatiner, les gars. Ouais. Et moi, je leur disais, mais en fait, les gars, Kodak, il y a 15 ans, ils faisaient 24 milliards de chiffre d'affaires, ils étaient 200 000, et ils sont quand même fait prendre par Photobox, qui était naissant à l'époque. Donc ça, c'est vraiment la première énorme leçon. C'est, pour moi, c'est à partir du moment où tu es focus, où tu ne fais qu'une chose, matin, midi et soir, et que tu es assez radical dans ton focus, tu ne fais que ça, je pense que tu peux être vraiment le meilleur. Il y a un petit facteur chance, parce que si la vague, elle est... Il y a une question de timing, mais tu vois, il y a toujours des nouveautés sur des marchés, des modes, des choses qui arrivent. Donc, il faut évidemment anticiper, se positionner sur ce timing. Mais ensuite, je pense qu'il faut bien choisir. Tu vois, si je pense à Electra aujourd'hui, oui, il y a une électrification des transports qui est en train de se produire en ce moment et il faut être là dans le momentum. En même temps, dans la recharge, tu as plein de choses. La recharge à domicile, la recharge au bureau, la recharge au dépôt pour les flottes, la recharge le long de la voirie, ce qu'on appelle du on-street charging. Et donc, nous, on a pris le parti de dire on va faire de la recharge rapide, qu'on appelle en fait ultra rapide. On va faire des hubs de recharge, des stations de recharge ultra rapides, et on va être les meilleurs là-dedans. Et on va faire ça at scale au niveau européen. Et ça, c'est vraiment un gros learning, en tout cas de Cheers aussi, c'est si tu fais un truc et tu le fais bien, même une multinationale qui a 250 000 personnes, balayer, quoi. Elle peut... Heureusement d'ailleurs que c'est comme ça, parce que ça permet d'avoir des relais. Tu as les incumbents historiques et puis tu en as des nouveaux qui arrivent et qui prennent le relais. Donc il y a une analyse du canal, et ce canal-là, tu mises sur l'avenir ou sur le long terme et tu mets le paquet. Oui, parce que tu vois, le mobile, typiquement, pour revenir à Cheers,
c'est 2 applications, une iOS, une Android, avec des mises à jour toutes les 3 semaines, tous les mois, c'est à peu près ce qu'on faisait. C'est pas les mêmes produits. Tu peux pas mettre 2000 produits sur une app mobile par rapport à un site internet. C'est pas les mêmes canaux d'acquisition. Tu vas essayer de chercher à faire de l'app download. Donc C'est pas les mêmes cibles, pas les mêmes utilisateurs non plus. alors c'est quand même pas mal un peu, tu vois. C'est beaucoup des femmes en fait qui impriment. Nous, on a 90%, allez 80% de nos clients, c'est les clientes qui avaient plutôt entre 30 et 50 ans. Ça, c'est le deuxième learning que j'ai appris. C'est que nous, comme on était jeunes et puis qu'on avait les canaux d'acquisition Facebook, etc., on ciblait beaucoup les jeunes au départ. Et donc, parce que ça coûte moins cher de faire de l'acquisition sur des gens qui ont 18 ans que sur des gens qui ont 40 ans. Et à un moment donné... Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que c'est des cibles qui ont moins de pouvoir d'achat. Et donc, tu as moins de pression en fait, publicitaire dessus. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de cibler des gens qui ont 18 ans que des gens qui ont 40 ans. Et le gros learning pour moi ici, c'est on ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif. C'est-à-dire que tu as beau avoir des coûts d'acquisition qui sont faibles, etc., les gens qui ont 18 ans, ils sont pas encore dans les souvenirs. Les souvenirs, c'est quand tu commences à avoir un conjoint, te marier éventuellement, avoir des enfants, là, tu te fais des cadeaux et tu veux matérialiser tes souvenirs, quoi. Et tu commences à... C'est grosso modo post-30 ans, tu commences à te dire ah ouais, la vie, ça passe vite quand même. Hein. Là, il faut quand même que je documente un peu ce qui se passe. Tu as un peu plus de budget aussi, accessoirement. Et voilà, et tu commences à travailler, tu as un peu de pouvoir d'achat et tout.